Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e webinaire de la communauté de pratique francophone internationale santé mentale et travail. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut faire de ce sujet de la santé mentale une grande cause dans l'entreprise, un sujet à la fois prioritaire et stratégique. Donc, vous êtes tous en train de vous connecter. C'est chouette de savoir d'où vous venez parce que voilà, vous êtes connectés depuis toute la France, mais aussi du Québec, de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg. Philippa est venue avec des fans. Voilà, vous êtes tous en train de vous connecter. Un petit mot d'introduction pour vous rappeler que cette communauté de pratique, elle réunit à la fois des chercheurs et des professionnels du monde de l'entreprise et de l'insertion pour faire avancer ce sujet à la fois de la santé mentale au travail, de l'insertion au travail, du maintien en emploi et comment on fait pour prévenir au mieux les problématiques de santé mentale au travail. Elle existe depuis 3 ans, cette communauté. Elle a différentes actions, notamment des programmes de recherche. Elle travaille à recenser des ressources et des documents accessibles à tous en langue française. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la communauté de pratique. Et puis, on organise ces webinaires qui, eux, ont vocation à être ouverts à tout à chacun désireux de progresser, de découvrir, d'avancer pour une meilleure connaissance de toutes les thématiques en lien avec la santé mentale au travail. Alors, pour ce dernier webinaire de l'année 2025, on a 3 invités de marque, dont 2 que je connais bien et que je remercie encore plus particulièrement d'être là aujourd'hui compte tenu des agendas chargés, et un spécial merci à Laurent depuis le Luxembourg qui a accepté également d'être là aujourd'hui. Donc voilà, j'en dis pas trop, mais sachez qu'il y a Philippe Amotte qui est là et qui est consultante et intervenante en entreprise, entre autres de toutes les missions et projets qu'elle porte. Il y a Camille Puech qui est donc président de Calice Social, qui est une entreprise qui intervient sur les questions de santé mentale au travail et avec qui on a co-présidé un groupe de travail sur une charte de la santé mentale, mais il vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Et donc, Laurent Vert, merci beaucoup d'être là depuis le Luxembourg. Laurent qui est DRH adjoint au centre hospitalier du Luxembourg. Alors, pourquoi on a choisi cette question pour ce dernier webinaire de l'année? Parce que peut-être que vous n'êtes pas tous au courant, mais en France, l'année 2025, c'est l'année de la santé mentale. Cette thématique a été déclarée comme grande cause nationale. Et grande cause nationale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de choisir un sujet et d'en faire une thématique prioritaire pour laquelle on a besoin de mobiliser l'ensemble de la société pour provoquer à la fois une prise de conscience, mais aussi engager toutes les parties prenantes et finalement répondre à un certain nombre d'urgences. Alors, quelles sont-elles, ces urgences? Elles sont de différentes natures. Il y a une première urgence, c'est la dégradation générale de l'état de santé mentale de l'ensemble de la population. C'est l'urgence d'apporter des réponses de soins et d'accompagnement accessibles et adaptés. Et puis, c'est l'urgence de libérer la parole sur le sujet pour qu'il ne soit plus synonyme de honte, d'isolement, de précarité et notamment de désinsertion professionnelle. Et dans cette affaire, les entreprises publiques, privées, toutes les organisations ont un rôle clé à jouer, car le travail est à la fois protecteur de notre santé mentale, et on l'éprouve tous quand on vit des périodes sans travail. Ce n'est pas forcément des périodes durant lesquelles notre santé mentale est au mieux. Le travail est facteur de rétablissement. Quand on fait l'expérience de problèmes de santé mentale ou de troubles psychiques, c'est un levier puissant de reprise de pouvoir d'agir, de reprise de confiance en soi, et qui participe fortement au rétablissement. Et puis, le travail, il peut être facteur de risque également quand on est exposé
dans notre environnement de travail à un certain nombre de facteurs de stress, de tensions intenses pour lesquels on n'a pas forcément le sentiment d'avoir les moyens de faire face ou que l'on est exposé à des situations conflictuelles ou des relations dégradées sans percevoir de soutien. Nous, notre conviction au sein de la communauté de pratique, c'est que s'engager en matière de prévention en santé mentale et d'accompagnement de salariés en difficulté, c'est fabriquer de la valeur collective et individuelle. C'est non seulement augmenter l'efficacité globale, mais ça apporte aussi des bénéfices plus larges qui sont des bénéfices liés à l'engagement des équipes, à la cohésion, à l'attractivité et la rétention des talents. La question, c'est de savoir, pour que les entreprises s'engagent aujourd'hui, il est certainement urgent à la fois qu'elles se fabriquent une vision et qu'elles s'inscrivent dans un programme d'action clair. Et c'est tout l'objet de la charte d'engagement dont va vous parler Camille dans un instant. Il est urgent qu'elles travaillent à acculturer leurs équipes, qu'elles créent de la familiarité avec le sujet de la santé mentale, qu'elles déconstruisent un certain nombre d'idées reçues. Et c'est ce que va aborder Philippa dans son intervention. Et qu'elles mettent en place des programmes d'action articulés à la fois en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et c'est ce que nous partagera Laurent à travers son expérience au sein du centre hospitalier du Luxembourg. Je voudrais juste vous partager quelques éléments d'une étude canadienne que vous pourrez vous y référer dans les documents qu'on vous enverra à la fin du webinaire. C'est une étude qui a été menée par le cabinet Deloitte au Canada et qui est une des rares études qui a essayé de calculer de manière la plus rigoureuse possible le retour sur investissement. Alors au Canada, vous appelez ça le rendement du capital investi, pour objectiver les bénéfices financiers de programmes en faveur de la santé mentale des salariés. Et on sait à quel point il y a un enjeu de plaidoyer qu'on a besoin aussi peut-être d'être capable d'objectiver sur le plan financier. Alors, les résultats de cette étude, ils disent que le retour sur investissement médian, il est d'environ 1,62 $ canadiens, mais qu'à 3 ans, et c'est là qu'on voit des réels bénéfices, il est de 2,8 $ canadiens pour 1 $ investi. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce travail, c'est qu'ils ont réussi à identifier quels étaient les leviers qui finalement fabriquaient le plus de valeur collective. Et les 3 approches, en tout cas, qu'ils identifient, c'est le fait d'investir dans la formation des dirigeants et leur sensibilisation. Le deuxième levier identifié, c'est le fait d'investir dans des programmes de retour au travail et donc d'interroger toute la question de l'accompagnement des personnes lorsqu'elles ne sont plus au travail ou lorsqu'elles sont en arrêt maladie, et d'agir en même temps en prévention primaire, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire en râteau sur tout le continuum de la santé mentale, c'est-à-dire à la fois de la promotion du bien-être jusqu'à l'intervention, l'accompagnement, les soins et la diminution des facteurs de risque en milieu de travail. Donc, cette étude, si ça vous intéresse, elle est accessible. Je crois que Marine a mis le lien dans le chat. Voilà. Je vais laisser la parole à Camille. Juste vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra le temps en fin de webinaire d'y répondre tous les 4. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Camille, donc comme je disais, tu es présidente de Cali Social. Cali Social, c'est une entreprise française qui accompagne les entreprises, qui intervient en entreprise sur les sujets de santé mentale. Mais la particularité de ton travail tous ces derniers mois, ça a été de t'engager activement, c'est un faible mot, pour animer toute une réflexion avec des entreprises, avec l'Alliance pour la santé mentale, sur l'écriture d'une charte
d'engagement pour les entreprises sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous dire à la fois finalement quel a été le point de départ de cette charte et quelle est la pertinence d'un document de ce type selon toi? Quels ont été les enjeux soulevés dans les discussions, les groupes de travail, les différentes auditions qui ont été menées? Et peut-être surtout nous présenter la charte dans le détail, ce qu'elle dit, cette charte, et sur quoi elle engage les entreprises. Merci Claire, merci de ton invitation et je suis ravi de participer à ce webinaire tous ensemble. Je vais essayer de raconter de la manière la plus simple comment on en est arrivé à construire cette charte. Alors, pour donner un peu d'éléments de contexte, moi, ça fait presque 18 ans maintenant que j'ai fondé Cali Social et que je dédie 100% de mon énergie, de mes réflexions, presque 100%, aux questions de santé mentale au travail. Et je l'ai fait, j'ai une petite particularité, je l'ai fait après des études d'économie, et particulièrement de finance. Et en fait, plutôt que de travailler sur la finance, j'ai travaillé sur les enjeux du bien-être au travail. Et depuis, comme il y a j'ai vu des Belges, des Québécois, Montréal, etc., pour donner un peu de contexte français en France. En fait, moi, depuis 17 ans, et je ne suis pas seul, on œuvre à la reconnaissance de la santé mentale. Alors, ça peut paraître un peu choquant parce que John Fitzgerald Kennedy aux USA signait un Mental Health Act en 1963. Voilà, la première fois qu'on a parlé de santé mentale en France, je pense que c'était pendant la Covid, donc il y a 5 ans. Avant, on parlait de prévention des risques psychosociaux, on avait du mal à employer le vocabulaire. Et avant de parler de risques psychosociaux, on a parlé de stress à partir de 2008. Voilà, de stress au travail. Il faut comprendre que la culture française sépare énormément tout ce qui va relever des émotions du cerveau rationnel, tout en considérant, je le rappelle, que c'est le lobe frontal du cerveau qui gère à la fois le raisonnement et les émotions et que c'est la même partie du cerveau qui gère tout ça. Mais c'est un peu de contexte français et en France, on a aussi un autre facteur qui influe, je dirais, sur cette thématique-ci, c'est une forme d'opposition entre soit je fais des choses pour l'entreprise et le travail, soit je le fais pour moi et pour ma santé mentale. Et donc, la possibilité de faire les choses d'un seul pas, en fait, est quelque chose d'assez antinomique dans notre culture française. Alors, je donne ce cadre-là parce que on a réussi, mais je vais le présenter, on a réussi à résumer une charte d'engagement pour la santé mentale en une page, 2 pages, mais en fait, pour en arriver là, en fait, c'est le fruit de nombreuses années de collaboration de nombreux acteurs. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la Covid a eu un effet extrêmement bénéfique sur la santé mentale. Vous allez me dire, mais de quoi il parle? La Covid a provoqué partout dans le monde une augmentation de l'anxiété, les tendances dépressives, etc. Oui, et c'est ça qui est bien, parce que quand on a mal, on prend conscience que quelque chose existe. Et la santé mentale a connu son existence parce que la Covid l'a altérée, et ce, sur tous les individus. En France, c'est Santé publique France, avec l'étude barométrique Coviprev qui suit les tendances anxieuses et dépressives des Français. Et pour donner quelques stats, on est passé de 12% de la population active en état dépressif à chaque instant à jusqu'à 25% pendant la Covid. Et on est passé de 15% de la population active en état anxieux à jusqu'à 30% pendant les pics de la Covid. Et cette situation est apparue et les nombreuses ajustements de l'environnement, du travail, les ruptures d'approvisionnement, la hausse des énergies, etc. Tous ces changements ont provoqué non pas un retour à la normale une fois la Covid passée, mais le maintien finalement de ces niveaux de troubles psychiques assez importants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a permis une chose, donc une prise de conscience. Et cette prise de conscience, couplée à un certain nombre de facteurs, des facteurs extrêmement limpides. On a vu l'absentéisme augmenter fortement dans les organisations françaises et
la sécurité sociale qui monitore les causes d'absentéisme, d'arrêt maladie, a vu les troubles de santé mentale prendre une place de plus en plus importante dans les causes d'arrêt maladie. Ça a amené, alors il y a eu ça, on a eu aussi une grosse difficulté sur les jeunes en France. Il y a eu les jeunes qui, entre 18 et 23 ans pendant la Covid, ont été complètement perturbés parce que la période dans laquelle ils sont censés choisir une orientation professionnelle, etc., a été complètement perturbée. Et pour mémoire, le passage à l'âge adulte, justement de l'adolescence à la maturité adulte, chacun aura son avis sur le sujet, vers 30 ans, dirons-nous. Bon, mon père m'a toujours dit que les hommes devenaient adultes à 28 ans, les femmes plutôt aux alentours de 23-24 ans. Et ben cette transition, elle est particulièrement sensible. Et quand vous avez une population qui est complètement perturbée durant cette transition, et bien vous augmentez de fait les troubles psychiques que nos jeunes générations peuvent subir. Ce qui a amené notre gouvernement, en la présence de Michel Barnier, qui était Premier ministre en France pendant quelques semaines, en quelques semaines, il a fait cette chose incroyable. C'est quelqu'un qui a eu aussi une expérience très, très douloureuse de vie avec une sœur schizophrène et qui a vu sa famille dédiée à 100% à la gestion de cette situation qui était complexe et difficile et qui a décidé de faire de 2025 l'année de la grande cause nationale pour la santé mentale en France. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cadre qui a amené ce qui s'est passé en début d'année 2025. Alors, il y a aussi un contexte politique français, je l'ai dit tout à l'heure avec un petit sourire, mais Michel Barnier est resté quelques semaines Premier ministre. Et donc, il faut comprendre que tout ce qui vient toucher au gouvernement en cette période est assez instable en ce moment. Et en fait, début d'année, la grande cause nationale a commencé à se mettre en œuvre. Alors, parenthèse, une grande cause nationale, c'est quoi? Ça veut dire que globalement, on met le regard, il y a des budgets de communication, des budgets de recherche qui sont focalisés sur un thème particulier. Et donc, une grande cause nationale, c'est simplement qu'on regarde tous en même temps dans la même direction et ça provoque des choses très positives. On l'a vu pour le cancer du sein, le tabac, etc. Et là, c'était le coup de la santé mentale. Et début d'année, en fait, force était de constater que la dimension santé mentale au travail avait peu d'existence. À côté de la psychiatrie, qui est un secteur qui rencontre des gros déficits de moyens pour faire face à la dégradation de la santé mentale, à la jeunesse, j'en ai parlé tout à l'heure, à la particularité du genre, donc des femmes sur lesquelles on constate dans les différentes études épidémiologiques plus de troubles psychiques, plus d'impact et plutôt liés aux facteurs de risque auxquels elles sont confrontées qu'à une prétendue ADN différente. Et donc, dans toutes ces thématiques-ci, il y en avait une qui n'existait pas, c'était la santé mentale au travail. Et en fait, début d'année, on a commencé à discuter du sujet avec l'Alliance pour la santé mentale, de comment agir sur la santé mentale au travail. Et il y a eu notamment plusieurs études qui ont été réalisées en parallèle. Je vais citer un chiffre que je connais très très bien parce que j'ai contribué à cette étude, c'est la santé mentale des travailleurs. Et donc un baromètre qui a été fait avec Ipsos sur une population représentative de 3000 salariés en décembre 2024, juste avant 2025, il y avait un salarié sur 4 qui déclarait être en mauvaise santé mentale. Le problème de la mauvaise santé mentale, c'est que quand votre santé mentale est dégradée, au même titre que la santé physique, et que vous avez une exposition prolongée aux troubles psychiques, stress, anxiété, dépression, eh bien, vous développez des maladies, maladies anxio-dépressives, pour la plus commune. Alors après, ça peut passer via un burn-out ou un bore-out, ou peu importe la terminologie, mais même de voir se développer la schizophrénie, de la bipolarité. Les chercheurs ne sont pas tous 100% alignés, mais beaucoup d'entre eux disent qu'on est tous bipolaires, mais que ça peut ne jamais apparaître, sauf si on est exposé à des troubles psychiques réguliers, fréquents, chroniques. C'était le terme que je cherchais.
Donc, on a travaillé sur ce sujet. Claire, on s'est rencontrés à ce moment-là, à chacun partager notre vision du sujet. Et en fait, on s'est arrêté sur un enjeu très, très important. C'était de permettre à la population, sur la question de la santé mentale au travail, de regarder dans la même direction. Et une des grandes difficultés que l'on a sur la question de la santé mentale au travail, c'est la dualité que je partageais tout à l'heure entre est-ce que soit je m'occupe de ma santé, soit je m'occupe de mon travail, mais alors s'occuper des deux, ce n'est pas possible. Et que ce soit dans la littérature scientifique, universitaire, que ce soit dans les prises de parole publiques, il y avait énormément d'une approche politique du sujet avec la recherche de responsables. Pour la faire courte, le patronat disait que les salariés avaient perdu toute valeur travail et cherchaient toute excuse pour pouvoir ne rien faire avant de faire quelque chose. Et les syndicats salariés disaient que la souffrance était la cause du patronat, du mauvais management. Et donc, chacun se renvoyait la balle. Et donc, on a travaillé avec Claire et puis avec d'autres personnes de l'Alliance à élaborer un document, la Charte pour la santé mentale, en cherchant à recueillir des témoignages de différents praticiens du sujet, donc des DRH. On a rencontré Claire, on a rencontré des syndicats, des représentants du personnel, on a rencontré des universitaires, des spécialistes de la santé mentale, on a rencontré des psychiatres, des médecins, on a vraiment rencontré plein de gens pour essayer de poser les choses et en est ressorti finalement un enjeu de société plutôt qu'un enjeu, je dirais, soit économique, soit sanitaire, qui était lié à les profonds changements auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur le sujet ou si tu veux, Claire, rebondir. On va peut-être garder les questions pour la fin, mais est-ce que tu peux dire un mot sur les 4 axes de la charte? Ouais. La charte, elle est accessible en ligne, mais on vous l'enverra aussi, et je crois qu'elle est en lien aussi dans le chat. Voilà. Ah bah superbe. Ouais. Voilà. En fait, l'enjeu de la charte, c'est pas de. En fait, on est parti du principe que toutes les organisations sont singulières. Au même titre que chaque individu est singulier, on n'applique pas le même protocole d'accompagnement psychologique à 2 personnes. Un psychologue ne fait que du sur-mesure. Eh bien, les entreprises, les organisations de travail, c'est pareil, elles sont toutes singulières et uniques. Et donc, on est parti sur une charte extrêmement simple avec 4 axes, comme tu le disais, Claire. Le premier axe, c'est un enjeu majeur, c'est la compréhension de ce qu'est la santé mentale. D'ailleurs, si je demande ici qui connaît la définition de la santé mentale, je ne suis pas sûr que tout le monde me donne la même définition de la santé mentale. Même chose sur les questions de, comment dirais-je, de troubles psychiques, de handicap, de maladies. Toutes ces terminologies sont méconnues. Et donc, première étape, il faut comprendre le problème pour pouvoir mieux l'adresser. Premier axe de la charte. Deuxième axe de la charte, c'est le dialogue. L'humain est une espèce profondément sociable et pour pouvoir comprendre ce que vit l'autre, il est indispensable de dialoguer et donc le dialogue, mettre en place, parler du sujet. Et donc l'objectif, c'est le deuxième axe, et parler du sujet, pourquoi? Pour éviter le tabou. Et le tabou d'une part, mais aussi les fantasmes, parce que plus on discute du sujet, plus on s'aperçoit que la vision de l'un est différente de la vision de l'autre. Le troisième axe, c'est favoriser l'amélioration continue des conditions de travail. Une organisation de travail est en évolution constante, a fortiori lorsque le monde change, et la dimension de l'humain dans l'évolution des organisations de travail est déterminante pour une bonne santé mentale au travail. Et le dernier axe sur lequel tout le monde était d'accord, c'est l'accompagnement des situations individuelles. Quand quelqu'un rencontre une difficulté, la dernière chose à faire est de laisser cette personne isolée dans l'organisation. Donc les 4 axes, ils sont extrêmement macro, et la volonté a été non pas de dire il faut faire ça, ça, ça et ça, et justement de mettre un protocole trop concret, trop précis, mais de mettre des axes chapeau pour que chaque organisation puisse construire ses mesures, ses protocoles, ses actions sous ces axes-là
pour justement avoir cette latitude qui lui permet de construire un dispositif qui correspond à son besoin. Et ça, c'est très, très important. Et donc, la charte offre cette latitude. Ce que l'on demande, c'est d'être engagé pour l'amélioration de la santé mentale au travail, à toute entreprise signataire. Et comment être engagé? Il faut être engagé sur les 4 axes qui ont été présentés: sensibiliser, dialoguer, améliorer les conditions et accompagner chaque situation de travail à risque. C'est la seule chose que l'on demande. On a eu le gouvernement qui s'est associé et qui a soutenu cette charte, et donc c'est la charte officielle pour la santé mentale au travail en France, avec la ministre du Travail, le ministre de la Santé, et puis Michel Barnier, donc ex-premier ministre. Ils nous ont quand même imposé un certain nombre de règles, et c'est très sain et très positif, de recueillir les plans d'action des entreprises signataires et de piloter l'impact de ces mesures. L'objectif, il est de garantir que l'effet signature ne soit pas un effet d'habillage. Ah, c'est agréable de signer un papier et de montrer qu'on est tous motivés pour les bonnes choses, ça c'est très sympathique, mais qu'on ne s'arrête pas là. En contrepartie, on doit présenter un plan d'action. Et donc voilà, c'est très sain d'imposer une contrepartie aux organisations pour avoir cette signature. Et au-delà de la contrepartie immédiate, la question de la contrepartie dans le temps a de la valeur. Et donc, il est demandé pour être signataire de présenter un plan d'action sur 3 ans, donc s'engager sur les 4 axes avec des actions sur les 3 prochaines années et de mesurer les résultats avec un nombre de questions qui est déjà établi, qui permet de vérifier que les mesures ont une contribution favorable à la santé mentale des salariés. Merci beaucoup, Camille. Effectivement, je crois que c'est important de préciser que cette charte, elle ne s'adresse pas uniquement à des entreprises qui seraient déjà les bons élèves de la classe sur la santé mentale, mais plutôt à des entreprises qui, sincèrement, ont envie de travailler le sujet et de partager ça aussi dans un cercle d'entreprises prêts à partager des pratiques, des expérimentations et à progresser sur le sujet. Donc, voilà, l'idée, c'est que chacun puisse se l'approprier. Et elle est accessible, la charte, dans le chat. Donc, voilà, si vous voulez en prendre connaissance, sachez qu'il y aura la signature officielle par les premiers signataires volontaires lors de l'événement Cap Santé Mentale qui aura lieu à Paris le 20 novembre sur le parvis de la gare Montparnasse. Voilà, merci beaucoup Camille. Si vous avez des questions pour Camille, n'hésitez pas à les poser. Camille devra nous quitter 5 minutes avant la fin, donc on lui permettra de répondre aux questions en premier. Je vais passer la parole à Philippa. Philippa, donc tu interviens en entreprise depuis plusieurs années sur les questions de santé mentale, de lutte contre la stigmatisation. Et comme vous l'avez vu dans la charte, cet enjeu de démystification du sujet, c'est pour nous un préalable, c'est-à-dire qu'on constate que finalement, si on n'a pas fait ce travail d'acculturation en amont, si on ne s'est pas approprié les termes, si on n'a pas fabriqué une conviction collective et une bonne compréhension du sujet, on ne crée pas un terrain favorable et propice à un programme d'action efficace. Donc, ça nous semble un premier engagement nécessaire. Et Philippa, je te remercie d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour nous partager à la fois comment tu en es arrivé à faire ce métier et à développer cette compétence de sensibilisation sur le thème de la santé mentale dans le monde du travail. Qu'est-ce que tu aurais à dire de ces enjeux, de la place du travail dans les parcours de rétablissement, et puis ce que tu as observé, toi, dans les collectifs de travail, dans les entreprises, dans les organisations dans lesquelles tu es intervenue. Merci beaucoup, Claire. Alors oui, moi, là, du coup, pour répondre à la première partie de ta question concernant la place que peut jouer le travail comme levier de rétablissement,
Là, ça va peut-être être le moment pour moi de faire un petit témoignage personnel et qui est aussi assez révélateur, ce témoignage des évolutions des questions de santé mentale dans notre société et notamment dans le monde du travail. Donc, moi, tout commence par le fait d'être concernée personnellement par un trouble psychiatrique qui a pris un caractère vraiment sévère et c'était assez tôt dans mon parcours de vie, à l'âge de 20 ans. À l'époque, j'étais étudiante en licence d'histoire et ce trouble, il est venu percuter à différentes reprises mon parcours de vie. D'abord, mon parcours de formation et puis après, mon parcours professionnel. Et c'est vrai que là, j'ai envie de témoigner du fait que ça a été quelque chose d'extrêmement salvateur pour moi, d'avoir l'opportunité, grâce à un certain nombre de circonstances, de pouvoir, quand j'étais étudiante, malgré une très grosse rupture avec des périodes d'hospitalisation, y compris d'hospitalisation sans consentement et des phases de dépression extrêmement profondes qui m'ont immobilisée à un moment donné dans mon parcours, dès l'âge de 20 ans, de pouvoir retourner à l'université et d'avoir la possibilité quand même de valider un parcours universitaire de licence en histoire, master en communication institutionnelle et politique. Ça a été des moments d'avancée importante. À l'âge de 25 ans, il y a eu une deuxième rupture, une deuxième crise assez grave au moment où j'étais en train de construire ma vie professionnelle. Et encore une fois, après une phase de rupture importante dans le parcours, la possibilité quand même de commencer un parcours professionnel au départ dans le domaine de la communication, dans une agence de communication spécialisée dans les enjeux de société, voilà, les fondations, les associations. Et là, à ce moment-là, le travail a été vraiment quelque chose de salvateur, de constructif, parce que ça m'a permis de reprendre de la confiance, d'avoir le sentiment d'avoir une place dans la société, de pouvoir me prouver à moi-même que j'avais certaines compétences malgré ce trouble. Mais ce qui est intéressant, c'est de préciser que dans ces premières années de vie professionnelle, il était absolument inenvisageable pour moi, on était autour de 2005-2006, de dire que j'étais concernée par un trouble. En aucun cas, je n'aurais imaginé que l'entreprise dans laquelle j'avais été embauchée puisse, j'allais dire, faire preuve de compréhension, être à l'écoute de certains besoins dont j'avais sans doute moi-même pas tellement conscience. Donc voilà, mais en même temps, à chaque fois, l'opportunité de se remettre au travail a clairement été des victoires importantes pour moi dans mon parcours. Et donc, incontestablement, je dis le travail ou le fait d'avoir une activité, de pouvoir se construire socialement et exprimer des compétences, c'est un facteur de reconstruction et de stabilisation et d'équilibre. Cela dit, dans ce climat de silence et de grande stigmatisation sur les enjeux de santé mentale, j'ai découvert par la suite qu'il me manquait beaucoup de paramètres pour pouvoir consolider ce rétablissement. Et au bout de 12 ans, à peu près, avec plusieurs rechutes du même registre que celle que j'ai rapidement décrite, j'ai croisé la route d'une association qui s'appelle l'association Clubhouse France autour de 2010, qui était en train d'importer un modèle d'accompagnement justement fondé sur la dimension, enfin sur le soutien au rétablissement, sur les enjeux de déstigmatisation qui étaient vraiment embryonnaires à l'époque en France, tout ce travail de déstigmatisation, et qui avait à cœur de permettre aux personnes concernées de sortir de l'isolement, parce qu'on sait que les troubles sont un très grand facteur d'isolement, pas seulement professionnel, mais aussi personnel, et de permettre aux personnes concernées de se réinsérer socialement et professionnellement. Et donc, cette association, immédiatement, elle s'est tournée dès 2010 vers les entreprises pour essayer d'entamer un dialogue avec elles et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait contribuer à l'insertion, au maintien dans l'emploi de personnes qui sont en situation de handicap psychique. Imaginez, il y a 15 ans, c'était, comme on l'a dit, un non-sujet. Les premiers départements des entreprises qui s'intéressaient à ces sujets-là, c'était les missions handicap. Il y avait eu la reconnaissance du handicap psychique par la loi de 2005. On se disait, tiens, on peut accueillir dans l'emploi peut-être des gens avec une RQTH qui sont concernés. Évidemment, il y en avait avant,
mais tout ça était tu. Et donc, j'ai commencé au départ bénévolement à animer des formations, des sensibilisations en entreprise. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis dit, bah, tiens, là, pour moi, il y a un métier. Je me sentais en capacité, avec des compétences transverses que j'avais acquises dans mes boulots précédents, et puis avec ce savoir expérientiel que je commençais à manier avec de plus en plus de précision, et aussi en complétant ce savoir expérientiel par un certain nombre de savoirs théoriques. J'ai commencé en partenariat avec Clubhouse et avec d'autres structures qui s'occupaient de ces sujets à construire des ingénieries de formation et à intervenir en entreprise sur ces thématiques-là. Et je dois dire que, en fait, c'est vrai que le Covid a mis en lumière les enjeux de santé mentale, mais que déjà à l'époque, on parlait d'1 personne sur 4 qui pouvait être concernée dans sa vie par un trouble psychique, de l'impact que ça avait sur les parcours professionnels. Et on soulignait la nécessité de libérer la parole en entreprise, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement et des structures internes qui soient en capacité d'accueillir les personnes et de les accompagner pour pas que, j'allais dire, des épisodes de troubles psychiques soient une fatalité dans le parcours professionnel des personnes. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que pendant les 6 ou 7 premières années où je suis devenue formatrice en entreprise sur les enjeux de santé mentale au travail, je ne disais pas que j'étais concernée. Donc, ça n'était pas… Il y avait encore un tabou, j'avais un storytelling un petit peu compliqué où on venait me voir en me disant « Est-ce que vous êtes psychiatre? Est-ce que vous êtes psychologue ?» Et où c'était impossible pour moi de dire « Bah non, en fait, le levier de l'expertise que j'ai développée, c'est le fait d'avoir été moi-même concernée, d'avoir complété ce savoir expérientiel par d'autres apports. » C'était pas possible de le dire. Donc, il y a eu une évolution où aussi cette dimension expérientielle est de plus en plus reconnue comme une compétence et comme pouvant être tout à fait une forme de légitimité pour intervenir, et notamment dans les entreprises. Et ça fait maintenant 15 ans, du coup, que je fais un travail assez passionnant avec des entreprises qui ont, pour certaines, elles ne sont pas si nombreuses que ça aujourd'hui, mais commencer un travail. Et c'est peut-être là aussi, du coup, pour répondre à ta deuxième question. Effectivement, moi, j'ai à cœur de commencer toutes les formations et les sensibilisations que j'anime sur l'enjeu de la libération de la parole, parce que comment accompagner et soutenir un sujet dont on ne peut pas parler, comment accompagner et soutenir des personnes qui, pour certaines, sont dans la honte ou dans le silence, ou qui craignent que si jamais elles évoquent leur situation de handicap ou leurs difficultés, ce soit un levier de discrimination plutôt qu'une possibilité d'aménager et d'accompagner. Et puis, plus globalement, on voit bien que jusqu'à récemment, et encore aujourd'hui, il ne faut pas non plus penser que les choses du jour au lendemain se sont complètement transformées, on a une crainte quand il s'agit de dépression, quand il s'agit de bipolarité, de schizophrénie, et même de très gros burn-out. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'au moment où une personne revient, on peut vraiment lui demander comment elle va? Et donc, il y a vraiment des enjeux à pouvoir dédramatiser le sujet, avoir une approche plus sereine de tout ça, montrer que ce sont des choses qui peuvent arriver dans une vie, que ça n'est pas antinomique avec le fait d'avoir des compétences et des capacités. Et donc, c'est vrai que moi, je mets toujours au début de mes interventions en discussion et je viens interroger les gens sur leur représentation et sur ce qu'ils peuvent penser de ces thématiques-là. Et c'est vraiment un temps important qui permet après d'aborder le deuxième point de la charte, c'est-à-dire le fait de clarifier les termes, de donner des définitions, de partager des témoignages de personnes concernées pour pouvoir ensuite voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait dans le cadre professionnel pour soutenir et accompagner. Philippa, j'ai une petite question avant de laisser la parole à Laurent. Comment réagissent les participants lors de tes interventions? Peut-être dans quel état d'esprit ils arrivent dans les temps de sensibilisation et de formation,
et dans quel état d'esprit ils en ressortent? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, déjà, c'est peut-être important de préciser les types de publics. Il y a des actions de prévention et de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés qui sont plutôt des formats resserrés. Là, c'est un peu plus difficile pour moi, hormis les remerciements et le sentiment que j'ai que quand même, ça fait un bien fou à tout le monde de pouvoir aborder ces sujets-là. Et donc, je vois bien que ça nourrit et ça fait du bien de voir qu'en entreprise, on peut en parler. Et puis après, il y a des formations que je fais auprès de managers et de RH ou j'allais dire d'intervenants internes, assistantes sociales ou services de santé. Mais là, je vais parler peut-être des managers et des RH. En fait, voilà, il y a toujours cette partie sur les représentations, cette partie de définition, où on prend le temps quand même de définir la santé mentale, qu'est-ce que c'est, à quel moment la souffrance peut devenir un trouble au sens médical du terme, à quel moment on parle de handicap psychique, quelle est la place du burn-out dans tout ça. Et à la fin de cette première partie de définition et de travail sur les représentations, les participants admettent qu'il y avait un vrai besoin de clarification, qu'ils avaient un certain nombre de représentations et que c'était utile à la fois d'y réfléchir et de faire ce travail de définition. Par moment, à la fin de cette première partie, les personnes qui participent peuvent se dire « Oh là là, mais est-ce que c'est vraiment mon rôle de manager, mon rôle de RH, d'appréhender tout ça ?» Et ensuite, la deuxième partie permet justement de recentrer sur comment est-ce qu'on peut intervenir plus spécifiquement en entreprise autour de la question du travail. Et à ce moment-là, on se rend compte au fond que ça rejoint pas mal de problématiques voilà, qui méritent comme ça d'être abordées et d'engager un dialogue et de faire appel à des relais internes et d'essayer de soutenir et d'accompagner comme les danses familiales, comme d'autres sujets qui peuvent sembler moins compliqués ou moins dramatiques ou qui sont moins stigmatisés. Et en fait, il y a pas mal d'entreprises qui se disent en fait, il y a plein de choses qu'on fait déjà où on voit mieux comment on peut faire. Et puis, il y a aussi une prise de conscience de la nécessité quand même d'avoir des dispositifs internes assez solides au niveau des services de santé, au niveau RH, au niveau de la qualité de vie au travail, au niveau des partenariats qu'on peut nouer avec des intervenants externes pour ne pas justement de la mission handicap aussi, pour ne pas décevoir les salariés et les managers qui pourraient aller demander de l'aide et pour qu'ils trouvent des appuis pertinents en fait. Merci beaucoup, Philippa, pour effectivement ces compléments. La bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, le sujet est très tabou et fabrique de la stigmatisation. Et en même temps, c'est un sujet qui fabrique de l'intérêt. J'ai le sentiment qu'il y a un vrai désir, en fait, que ce sujet soit abordé et que toutes ces représentations parfois stigmatisantes, par de la connaissance, par des rencontres, par du dialogue, on arrive à déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'agir, ça vaut le coup d'intervenir. Ça fait du bien aux gens et ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien à tout le monde, effectivement. Et ça vaut le coup aussi de s'organiser et de s'équiper. Et c'est ce que vous allez nous partager, Laurent. Merci infiniment d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Mais c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut s'organiser, peut-être les questions que ça pose au travers de votre expérience au sein du centre hospitalier du Luxembourg où voilà, on comprend bien qu'il doit y avoir certainement une particularité qui est liée au fait qu'on est dans un milieu soignant. Et comme de coutume, c'est parfois les cordonniers les plus mal chaussés. Et je crois que c'est ce constat par lequel vous avez abordé le sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement qu'est-ce que vous avez constaté, comment vous êtes venu à travailler sur le sujet et puis très concrètement ce que vous avez essayé de mettre en place et ce que vous observez aujourd'hui? Merci Claire pour ces questions et puis pour cette invitation. Effectivement, je vais
un peu témoigner sur ce qu'un département RH peut faire ou a fait en entreprise, justement pour prévenir et gérer la santé mentale. Au préalable, un petit préambule, nous sommes donc un hôpital qui a sa singularité. Vous avez dit, c'est le secteur de la santé avec beaucoup de soignants, c'est des fonctions qui, par définition, sont dans l'émotionnel, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est des personnes, des soignants qui ont fait entre 3 ans et 12 ans d'études pour accompagner le patient, pour être empathique, qui développe du soin relationnel, donc qui accompagne, qui fait naître des bébés jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Donc la charge émotionnelle est très très forte dans les services de santé. C'est un secteur qui est également en grande mutation et, si je peux me permettre, qui est un peu en frustration parce que avec l'évolution des lois et des cadres autour de la sécurité, de la qualité, de la traçabilité des soins, gérer quelque part, c'est un secteur où les fonctions sont peut-être un peu en perte de sens par rapport à leurs fonctions premières et leurs fonctions un peu humanistes. Donc tout ça fait que, je dirais, un secteur où l'émotion est très présente, où la mutation génère peut-être une démotivation, une frustration, je dirais, il était important pour nous de mesurer, d'accompagner déjà ce que l'on appelle maintenant depuis 2-3 ans chez nous la santé mentale, mais avant, pour reprendre un peu ce que Camille a dit, ce qu'on appelait avant les risques psychosociaux, le stress, l'épuisement. Pour nous, c'est très important. En fait, on le mesure depuis 2005, donc ça va faire 20 ans. Depuis 20 ans, on mesure l'état de stress professionnel, d'épuisement professionnel de nos collaborateurs. On faisait des enquêtes tous les 3 ans auprès du personnel. Depuis cette année, et, sur base de constats qu'on a fait en 2022, après la crise sanitaire qui a beaucoup polarisé et géré la société, on a constaté, enfin, on s'est dit que maintenant les enquêtes, il fallait les faire tous les ans. Donc, on suit différents sujets, je vais revenir, mais en tous les cas, la santé mentale, effectivement, est un sujet très prioritaire. La santé, de façon globale, la santé mentale est prioritaire au sein de notre organisation. Alors, je vous ai fait une petite présentation pour un peu cadrer tout ce que je vais dire et un peu guider ma présentation. On a pris des décisions, on a réfléchi et on a mis en place un plan d'action, mais tout ça pour d'abord répondre à un cadre. Effectivement, en France, vous avez dit que cette année, c'est une grande cause nationale. Alors, au Luxembourg, il y a eu un plan national santé mentale qui a été défini en 2024, mais à la base, on suit les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, on suit des directives européennes, on suit également des lois luxembourgeoises et des accords sociaux qui ont été signés avec les partenaires sociaux sur le sujet de la santé mentale. Donc, on a outre le fait qu'on est culturellement dans un secteur de la santé, on a aussi un cadre un peu légal et réglementaire qui nous pousse à nous pencher sur le sujet et à mettre en place des actions. Ensuite, au Centre hospitalier de Luxembourg, on a clairement une politique RH, une politique de responsabilité sociale et environnementale qui décrit clairement, je dirais, la prise en charge des actions qu'on veut mettre en place autour de la prévention de la santé et de la santé mentale de nos collaborateurs. On a une démarche qualité qui s'appelle la SQE-GCI, c'est une norme, une qualité américaine, et qui aussi demande à ce qu'une analyse, une réflexion, des définitions et des actions soient mises en place autour de la santé mentale du personnel. Je dirais, on a plein de facteurs internes et externes qui nous poussent à se pencher sur le sujet et à mettre en place des plans d'action. Pour revenir avec la notion d'émotion et pour reprendre un peu ce qu'ont dit les intervenants précédents, je dirais, chez nous, au CHL et dans le secteur de la santé, le problème n'est pas l'expression. Le problème, c'est l'écoute. Parce que, je dirais, c'est un secteur où on s'exprime facilement, et même beaucoup, peut-être des fois un peu trop, mais ça, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là. Par contre, est-ce que l'organisation écoute bien ses collaborateurs, elle les écoute au bon moment, est-ce que le manager écoute bien son collaborateur, est-ce que le RH écoute bien l'organisation? Enfin, voilà, c'est ça, en fait, le débat au sein de notre organisation. Donc voilà, donc tout ça, ce cadre-là a fait que, je dirais, nous avons pris des décisions, nous avons décidé d'aller vers vraiment une définition, une prévention de la santé mentale au sein de notre organisation.
on avait également fait des constats. Bien entendu, je vous dis qu'on fait des enquêtes depuis 2005, on avait clairement constaté une augmentation de l'absentéisme, alors qui est assez, qu'on constate dans tout le secteur de la santé, pas qu'au Luxembourg et même au niveau européen. Et c'est vrai qu'on avait une augmentation de l'absentéisme de courte durée, et de façon très importante, et surtout après la crise sanitaire. Là, maintenant, à titre d'information, cet absentéisme-là diminue, mais on a l'absentéisme de longue durée qui commence à augmenter, avec des maladies longues, on va dire. On a bien entendu une augmentation des situations et des cas liés et impactés par les risques psychosociaux. On a eu une explosion de ce qu'on appelle les situations à risque de violence, verbale et physique, aussi bien liées au patient, à la prise en charge du patient, qu'au sein du personnel. Il y a 1 ou 2 ans, je dirais, les incidents liés à la violence et à la pression entre collègues, il y en a peut-être 1 tous les 3-4 mois. Maintenant, il y en a 1 toutes les semaines, je dirais. Donc, il y a quand même l'expression, il y a une expression qui existe. Les personnes osent prendre la parole, osent exprimer leur ressentiment, leur émotion, et je dirais, c'est très important. Par contre, je reviens toujours à la même chose, il faut effectivement savoir l'écouter et la prendre en charge. On a effectivement un épuisement en hausse. On a, dans notre enquête, on a près de 48% de notre personnel qui exprime un épuisement professionnel et une souffrance quant à la prise en charge, donc qui ne se sent pas capable, qui a besoin d'être aidé au sein de l'organisation. Donc, cette violence verbale, cet épuisement haut, cette augmentation du stress professionnel, on est clairement aussi dans un secteur où le perçu et le vécu de la charge de travail augmente énormément. Et si vous rajoutez ça un peu à cette crise de vocation, à cette crise de sens professionnel, tout ça agit sur la santé mentale de nos collaborateurs. On a de plus en plus l'augmentation de besoins de la part des collaborateurs. On a développé certes l'enquête, mais on a également des entretiens annuels qui sont imposés au niveau du management pour que justement il écoute ses collaborateurs. Alors c'est facile quand je le dis, en fait c'est pas si facile à mettre en place, et il ne faut pas se méprendre sur un plan d'action. C'est facile à le définir et à le mettre en place, mais à le suivre et à faire en sorte qu'il soit respecté, c'est un challenge pour un département RH. Donc tous ces constats et ces risques nous ont poussé à prendre des décisions. Alors je le fais bien entendu de façon très rapide et très synthétique, mais ça a pris quand même 2 années. On a défini une politique institutionnelle dédiée à la prise en charge de la santé et de la santé mentale de nos collaborateurs. On a revu et redéfini notre référentiel de valeurs, très important, puisqu'il est à la base de la définition de notre cadre comportemental et de nos relations et de l'expression au sein de notre organisation. On a défini, mis en place un programme santé au travail dédié. On avait fait une cartographie des risques psychosociaux. On va la refaire parce que le CHL a signé en plus ce qu'on appelle le pacte entreprise droits de l'homme. Et dans le cadre des principes directeurs des droits de l'homme, il y a une partie consacrée à la santé du personnel et à la santé mentale du personnel. Donc, on va refaire cette cartographie des risques psychosociaux, enfin des risques RH, et notamment ceux liés à la santé mentale. On a mis tout un dispositif d'écoute, de soutien et d'accompagnement, avec la revue des missions au sein du département RH. On a mis en place des fonctions de conseiller RH, de médiation, de première écoute. La même chose au niveau de notre délégation du personnel. On a mis en place également un psychologue du personnel qui est là pour, quand les cas sont un peu plus, je dirais, plus complexes et nécessitent vraiment une analyse plus peut-être experte et clinique, c'est un psychologue qui doit prendre en charge plutôt le collaborateur. Et on avait un dispositif externe, mais qui va reprendre là en octobre, parce qu'en fait, le prestataire a tout simplement est parti à la retraite. Donc, on va le remplacer. On a un dispositif également de psychologue externe, dans le cas où le collaborateur souhaite s'exprimer, mais exprime une défiance ou une méfiance quant à l'organisation, donc il peut s'exprimer très facilement. Il fait la demande et c'est pris en charge dans les 24 heures, totalement de manière gratuite et confidentielle. Donc c'est fait par un prestataire externe. Au niveau également de plan d'action, on a tout un dispositif de sensibilisation et de formation du management, formation obligatoire pour le management, parce qu'il y a tout un cadre légal et réglementaire, et c'est lui qui est relais et garant de tout cela sur le terrain. On a également un dispositif de formation et de sensibilisation des collaborateurs avec
des formations de prise en charge de la santé mentale, des certificats, même des formations certifiantes autour de la prise en charge de la santé mentale, pour que des collaborateurs puissent devenir des experts pour repérer les signaux faibles et désamorcer d'éventuelles situations. Bien entendu, on a des groupes de travail pour améliorer les conditions de travail. Vous en avez parlé également tout à l'heure. On ne peut rien faire si on ne se penche pas sur les conditions de travail, sur le perçu et les vécus de la charge de travail, des conditions de travail, de la mobilité, etc., etc. Et je reviens sur cette enquête, cette notion d'enquête. On mesure, je dirais, ce que vivent nos collaborateurs tous les ans. Et on le mesure et ça nous permet de corriger annuellement notre plan d'action. Pour un peu, là, je vous ai mis quelques exemples d'actions, pour ne pas être trop long. En termes de sensibilisation, on a eu bien entendu la semaine dernière la semaine de la santé mentale, avec énormément d'actions qui ont été prises en charge par le psychologue et avec des conseils, de l'information, toute une méthodologie de désamorçage. On a également une communication, on a des fiches réflexes. Alors, on ne les a pas inventées, on s'inspire aussi beaucoup de ce que fait la France. Je reviens sur le Luxembourg. Le Luxembourg est certes un pays indépendant, mais au niveau du droit du travail, du droit social, il s'inspire beaucoup de ce que fait la France. Donc, encore une fois, même au niveau clinique, on s'inspire de ce que fait la Haute Autorité de Santé. Donc, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. On reprend ce qui existe, on fait une sorte de benchmark et on l'adapte au secteur de la santé. Et on met en place des campagnes d'information, de sensibilisation. On a, je vous ai également projeté le plan de formation dédié. On a un plan de formation dédié à la santé mentale, au bien-être des collaborateurs, qui concerne tout le management, qui concerne tous les collaborateurs. Je dirais, on n'a pas de limite aux formations que l'on propose, qu'elles soient individuelles ou collectives. Au niveau de l'accompagnement, je vous en ai parlé, tout ce qui est accompagnement et médiation RH, psychologue interne, psychologue externe. On va, à partir de l'année prochaine, nommer dans chaque service, donc on a à peu près une 60aine de services, un référent bien-être et santé. Et donc, ça sera un collaborateur, ça pourrait être un infirmier, un médecin, un personnel administratif, un informaticien, qui sera référent du bien-être et de la santé au sein du service, qui sera le relais je dirais, du plan d'action et des décisions de la direction des partenaires sociaux, et qui sera là pour aussi repérer, désamorcer, aider, conseiller, orienter les collaborateurs au sein du service. Ça, c'est un très, très gros projet qui va se lancer. On le lance officiellement le 24 octobre. Et puis, un autre également projet, là, parce qu'il est très emblématique, et qui existe depuis 2013, suite aux enquêtes de 2005 et 2008. On a mis en place une salle de remise en forme. Ce n'est pas une salle de sport, c'est une salle de remise en forme pour lutter contre les maux MAUX des collaborateurs. Donc, il y a certes des cours collectifs, il y a certes du coaching, mais l'idée, c'est de prévenir les risques psychosociaux, le stress de notre personnel. Et voilà, donc on est vraiment orienté dans toutes nos actions, j'en oublie beaucoup, mais l'idée est vraiment de tout orienter vers, je dirais, permettre aux collaborateurs de s'exprimer, d'être écoutés, de réagir très très vite, de le prendre en charge de façon optimale et de trouver des solutions, je dirais, à ce risque de santé mentale au sein de notre organisation. Donc là, en gros, ce que l'on fait, parce que, pour conclure, effectivement, la santé mentale, on en parle depuis 2 ans, concrètement, même sur la traite depuis plusieurs années, mais c'est vraiment une priorité au même titre que la santé physique au sein de notre hôpital. Pour nous, soigner les soignants, c'est mieux soigner les patients. Il y a un concept qui se développe, alors nos amis canadiens et suisses, ça va peut-être mieux leur parler, c'est le concept de Magnet Hospital, d'hôpital aimant. Donc ça veut dire que l'hôpital aime ses soignants, on ne peut pas soigner le patient si on ne soigne pas bien ses soignants, donc on est en plein dedans et c'est aussi un concept qu'on va développer. Et enfin, on est convaincu qu'investir dans le bien-être, c'est vraiment investir dans la qualité et la sécurité des soins parce qu'on va améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Voilà, en gros, je dirais l'objet du témoignage, de mon témoignage pour le CHL. Et voilà. Merci beaucoup, Laurent. Je retiens effectivement de votre présentation
de libérer la parole, certes, mais de ne pas oublier de savoir écouter derrière. Et il me semble qu'en France, même dans les campagnes, effectivement, c'est un sujet qui a été soulevé, c'est de dire, il faut que les personnes osent parler. Et ensuite, il faut que l'on soit en capacité de recevoir les messages et de les écouter. Je retiens aussi l'enjeu d'intervenir le plus rapidement possible, de manière précoce. Et c'est vrai que quand on travaille auprès des organisations et des entreprises, on voit bien à quel point la difficulté naît du fait que la situation s'est dégradée depuis trop longtemps et que tout cela augmente la souffrance, complexifie la situation, voire crée des dommages collatéraux sur lesquels on a besoin de travailler aussi. Je retiens aussi le fait de chercher à accompagner au mieux et on voit tous les dispositifs que vous proposez et tout ça de manière articulée avec toute la réflexion sur comment on fait pour limiter au maximum les risques, tout ce qui va finalement être un facteur de stimulation ou d'irritation de la santé mentale qui est certainement augmentée, on le sait, dans les métiers du soin et du care où sont nées toutes les premières réflexions sur la prévention des risques psychosociaux compte tenu de la charge émotionnelle dans laquelle nous embarquent ces métiers. Donc, merci beaucoup, Laurent, pour ce partage. Il est 17h03, donc on a le temps de prendre quelques questions. Et s'il vous plaît, en priorité à Camille pour qu'ensuite il puisse aller se connecter sur un autre webinaire. Mais bon, voilà. Pour l'instant, on est disponible pour répondre à vos questions. Est-ce que je peux faire un commentaire clair sur ce que nous a présenté Laurent? Parce qu'en fait, je présentais tout à l'heure les 4 axes de la charte pour la santé mentale au travail. Et en fait, le plan d'action, le plan de prévention de Laurent est présent sur les 4 axes. N'est-ce pas, Laurent? Exactement. Sans connaître votre charte, effectivement. C'est ce qui m'a rassuré quand je vous ai écouté, en fait. Il y a un point que je n'ai pas noté, c'est la mesure d'impact. Alors, justement, c'est les enquêtes annuelles qui vont nous permettre de mesurer l'impact. C'est pour ça qu'on passe d'une enquête tous les 3 ans à une enquête annuelle, justement pour mesurer l'impact en termes de satisfaction directe des collaborateurs. Mais on a appris aussi une mesure beaucoup plus à long terme via nos indicateurs sociaux RH par rapport à une baisse constat d'une baisse de l'absentéisme, d'un turnover. Mais je peux déjà vous dire qu'exemple, il y a certaines situations qu'on a pris en charge dans certains services très rapidement et on peut déjà constater une baisse de l'absentéisme. Et de façon micro, donc dans certains services. On ne peut pas encore le constater de façon macro au niveau de tout l'hôpital. L'autre point sur lequel moi j'avais envie de réagir, c'est quand vous dites on s'est inspiré de ce que font les Français, c'est pas souvent le cas sur ces sujets-là, et on a souvent tendance à effectivement, en tout cas, bien percevoir qu'on a une vraie marge de progrès et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est peut-être pas à la pointe, et en même temps de ne pas perdre de vue qu'il y a pas mal de choses qui existent, mine de rien. Oui. Qu'il y a des cadres, des expérimentations, des initiatives, mais qui sont parfois peu connues. Camille le disait et Philippa aussi, quoi. Quelquefois, on a besoin aussi de mettre de la conscience sur ce qui existe déjà, de le faire exister, de lui donner du sens et de le déployer finalement. Donc voilà, de pouvoir s'enrichir de ces expériences-là aussi. Je vous propose... Pardon. Oui, Laurent, pardon. Non, je voulais simplement intervenir, encore une fois, il ne faut pas se leurrer sur le fait aussi, le plan d'action qu'on a mené, vous l'avez dit aussi, les cas deviennent de plus en plus complexes. Donc, le plan d'action peut paraître simple, mais son traitement et sa mise en place vraiment demande une énergie de tous les jours et une remise en question à chaque fois, gérer tous les ans de l'organisation.
grand travail. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quelquefois, ça paraît simple sur le papier. Voilà, voilà. Alors, on a une première question. Quelle visibilité vous arrivez à donner à votre initiative qui est nécessaire pour inspirer d'autres acteurs, actrices? Alors, Sylvie, à qui s'adresse votre question plus particulièrement? Est-ce que c'est à propos de la charte? Alors, je regarde dans le. Est-ce que c'est à propos de la charte ou c'est à propos du plan d'action de Laurent? À chacun de vous. Ah, alors, qui commence? Comment vous faites pour être inspirant pour d'autres, pour partager vos savoirs, pour diffuser finalement? Ben, je peux te donner un bout de réponse, Claire, s'il le faut. En fait, on a un grand déficit et on réfléchit beaucoup à ce point-là au niveau de l'Alliance et avec les signataires à communiquer sur les actions mises en œuvre. Ce qu'a fait Laurent à l'instant, c'est un travail formidable dont beaucoup de DRH auraient été ravis en fait, de voir pour être inspirés sur l'action qu'ils vont mener. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une démarche qui, même s'il y a beaucoup d'actions qui sont menées, qui se font beaucoup en silo, où chaque organisation va construire sa propre démarche de prévention. Et donc, la première chose à faire, c'est de communiquer sur les plans de prévention. Et donc, on discute de la possibilité de publier les plans de prévention, les plans d'action des signataires directement sur le site de l'Alliance pour aller regarder en toute curiosité ce que Laurent fait au sein de son organisation s'il devient signataire de la Charte pour la santé mentale. Et tout à l'heure, je parlais de la mesure d'impact. Et moi, je crois beaucoup en la puissance des indicateurs d'impact. On a beaucoup d'indicateurs, on n'en a jamais assez, mais de pouvoir montrer, Laurent en a parlé, de dire, ben voilà, on avait un taux d'absentéisme qui était, je ne sais pas, de 4%, 5%, eh bien, il est descendu d'un demi-point grâce à toutes les actions qui ont été menées. C'est extrêmement enrichissant. Et Claire, tu as ouvert la session en partageant l'étude que Deloitte a menée sur une organisation canadienne. C'est une étude. Moi, j'interviens dans beaucoup d'organisations. Je crois qu'on a en temps réel, à chaque instant, on a plus de 1000 organisations chez qui on intervient. Et la mesure d'impact et la valorisation de l'impact, déjà, c'est à géométrie variable parce que vous allez voir parfois dans des zones, vous allez faire beaucoup d'efforts avec peu de résultats. Quand je dis peu de résultats, c'est l'étude de Deloitte. Quand vous mettez 1 euro, 1 dollar canadien, enfin peu importe la monnaie, mais quand vous mettez une unité et que vous récupérez 2, c'est un peu faible comme retour sur investissement. Parfois, on a des retours bien plus puissants, plutôt de 1 sur 8, 1 sur 10. Et c'est notamment le cas quand on valorise le coût d'une personne en mauvaise santé mentale. Vous avez 3 catégories de coûts. Vous avez le premier, c'est les frais médicaux. Quelqu'un qui a une santé mentale dégradée va être pris en charge. Et en France, c'est entre 2 et 3% du PIB. C'est entre 70 et 90 milliards d'euros. Vous avez le coût de l'absentéisme. L'absentéisme est pris en charge par les mutuelles, par l'assurance maladie, etc. C'est à peu près la même somme. La somme des deux entre l'absentéisme et les frais de maladie, c'est 160 milliards à l'échelle française. Et vous avez une troisième couche de coûts qui est l'incapacité de l'individu à donner tout son potentiel. Et ça, en moyenne, c'est 30% de perte de création de valeur chez un individu en mauvaise santé mentale. J'ai donné la statistique tout à l'heure, c'est une personne sur 4 qui se sent en mauvaise santé mentale. Vous perdez 30% de création de valeur sur un quart de la population de vos collaborateurs. Ça fait tout simplement 7,5% de toute la valeur créée par votre organisation qui part en fumée parce que la santé mentale est dégradée. Et quand on réussit à montrer que, on a accompagné, je ne sais pas, 50 personnes et qu'après l'accompagnement, on leur a demandé est-ce que ça va mieux, est-ce que le problème est résolu et qu'elles vous disent oui, en fait, c'est 100 personnes fois 30% de création de valeur. Il suffit de prendre le salaire moyen et tout de suite, vous sortez un chiffre qui a de la valeur. 100 fois 30, ça fait 30, c'est l'équivalent de 30 salaires, 30 salariés en fait, de travail créé rien qu'en adressant la santé mentale. Et là, le
les retours sur investissement sont vraiment importants. Et peut-être pour rebondir sur la question de se dire que cette charte, elle engage les entreprises à se mettre dans des cercles de partage. Et que voilà, ça, c'est une manière, comme on le fait aujourd'hui, comme vous le faites, Laurent, de partager, c'est de se dire comment on crée des lieux où on peut partager entre les entreprises. Et il me semble que c'est là où on est en train de franchir peut-être une petite étape ou monter une marche, c'est que c'est un sujet qui peut être partagé entre les entreprises, entre les organisations, qui est un sujet qui n'est pas forcément perçu comme concurrentiel ou interdit, parce qu'il ne faudrait pas que j'avoue que les gens vont mal chez moi. Et là-dessus, j'ai le sentiment qu'on progresse. Peut-être que vous avez envie d'en dire un mot, Laurent. Et Philippe, après. Alors, je sais que, enfin, à Luxembourg et ici, enfin, au CHL, je dirais, encore une fois, il n'y a pas je ne pense pas que le collaborateur ou l'organisation ait des craintes de s'exprimer. Même si, je dirais, la culture luxembourgeoise est plutôt une culture plus discrète, n'est pas une culture latine de type française, italienne ou espagnole. Mais par contre, l'élément multiculturel, Luxembourg, exemple, au CHL, nous avons 38 nationalités. Donc, dont 65% de francophones, ça s'entend à ma voix. Et donc, tout ça ajoute du piment ou de la complexité au traitement des relations et de l'information au sein de l'organisation et de la relation avec le management et entre collègues. Dans l'enquête qu'on a faite par rapport justement à la santé mentale et la violence, on a également mesuré la perception de la diversité. Et même si la diversité multiculturelle, linguistique est perçue à 80% comme une richesse, elle est perçue également comme elle peut impacter les relations et peut être à l'origine de conflits et donc après d'impact sur la santé mentale du collaborateur. Enfin voilà, on va très très loin dans nos analyses. Ouais. Non, mais on voit bien, hein, et c'est d'ailleurs c'est ce qui fait la richesse du sujet et sa complexité, c'est toutes les ramifications qu'on est obligé de faire. Philippa, tu voulais réagir? Moi, je pense que c'était pas forcément facile et les entreprises françaises allaient pas forcément valoriser spontanément comme ça les actions qu'elles pouvaient mettre en place pour faire de la prévention dans le champ de la santé mentale ou pour accompagner leurs salariés, mais que justement parce que le sujet s'est un petit peu libéré, d'une part, il va certainement y avoir plus de partage et de retour d'expérience et des entreprises vont s'y mettre. Et c'est ça que je peux percevoir. Et c'est vrai que moi, il y a quand même des entreprises, pour citer des exemples concrets, puisqu'on parlait de comment valoriser des dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, une entreprise comme Airbus, avec qui je travaille depuis 2017, organise tous les mois, depuis 2017, des webinaires de prévention et de sensibilisation sur les enjeux de santé mentale au travail et sur la prévention du stress, du burn-out, un mois sur deux en français et en anglais. Et à force d'animer ces sessions de prévention, je découvre aussi que c'est une entreprise qui met en place des dispositifs internes au niveau de la qualité de vie au travail avec des services de santé qui sont quand même assez solides sur ces sujets-là, des réseaux de bienveilleurs et puis des formations aussi pour les managers, pour les accompagner sur ces thématiques-là de façon plus spécifique dans leur rôle. La Poste aussi, par exemple, qui a mis en place depuis 4 ans maintenant des formations sur une journée ouverte à tout leur personnel RH et leurs managers sur les enjeux de santé mentale au travail. Je pense aussi à l'entreprise Transdev qui a développé tout un dispositif cette année avec des webinaires thématiques sur santé mentale au travail, mais aussi des troubles plus spécifiques abordés autour des enjeux professionnels, parce que c'est aussi ça, l'entreprise, c'est un lieu où on peut accompagner, soutenir dans la perspective du travail, mais ce n'est pas un lieu de soins.
Donc, ça nécessite que les interventions, elles soient nuancées. Et donc, voilà, il y a quand même, moi, je constate qu'il y a aussi des entreprises qui font des demandes d'accompagnement au retour à l'emploi de salariés et qui aussi sont très intéressés par les dispositifs de pair aidance. Et je vois bien qu'il y a une évolution et prochainement, je suis invitée à intervenir auprès d'un cercle d'entreprises qui travaillent sur les questions de handicap et notamment de handicap psychique. Et c'est la première fois qu'il y a une demande de retour d'expérience, d'action mise en œuvre autour de la santé mentale et du handicap psychique. Et donc, c'est quand même assez récent que cette terminologie soit utilisée de façon ouverte, dédramatisée et qu'on considère vraiment que c'est un sujet pour l'entreprise dont elle doit s'emparer. Et donc, les échanges de bonnes pratiques aussi vont commencer à se faire. Là où ce n'était pas si simple, même pour un journaliste, à mon avis, il y a quelque temps en France, d'avoir un DRH et de lui demander qu'est-ce que vous mettez en place pour la santé mentale des salariés. Je ne suis pas certain qu'il y avait une aisance à répondre et à mon avis, ça va évoluer et on va avoir accès de plus en plus à des actions qui sont quand même intéressantes. Typiquement, un webinaire comme aujourd'hui n'aurait pas eu lieu il y a pas si peu de temps, quoi. Camille, tu veux réagir? Je voulais rebondir sur ce que disait Philippa sur les témoignages. En fait, nous, c'est quelque chose qu'on a automatisé sur alors, dans ce qu'on fait chez Kélis Social, on fait notamment de l'accompagnement individuel de salariés qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, peu importe, mais auraient une santé mentale dégradée pendant un moment. Et en fait, ça fait déjà des années qu'on mesure ce qui se passe après. Est-ce qu'on fait un accompagnement? Est-ce que derrière, ça va mieux? Voilà. Et on se servait de cet outil pour, dans nos arguments de vente, pour dire, mais regardez, en fait, des gens qu'on accompagne, on accompagne 3 000 à 4 000 personnes par mois. Derrière, en fait, vous avez des personnes qui vont mieux, qui ont résolu leurs problèmes, c'est la première fois qu'ils voient un psy et ils trouvent que c'est génial, etc., etc. On a rajouté des questions de type est-ce que ça vous a permis d'éviter un arrêt maladie? On a 70% des gens qu'on accompagne qui disent oui, ça m'a évité l'arrêt maladie parce que je ne voyais que ça comme option. Donc, on a vraiment des indicateurs. Et là, on a fait des présentations l'année dernière où on commençait à mettre des témoignages anonymes de personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement. Et en fait, ça a plu énormément. On avait demandé l'autorisation aux personnes de le faire de manière anonyme. Elles l'avaient accepté. Les DRH, les partenaires sociaux nous ont demandé si on serait OK d'aller demander aux salariés s'ils acceptent de témoigner à visage découvert. Et on a eu des salariés qui ont dit oui. Moi, ça m'intéresse, mais deux, j'ai envie de le faire, j'ai envie de raconter aux autres ce qui m'est arrivé, par quoi je suis passé, qu'est-ce qu'a été l'accompagnement, parce que, en fait, si j'avais vu quelqu'un me raconter ce que j'ai vécu avant que je le vive, j'aurais moins culpabilisé, j'aurais été beaucoup plus rapide à mettre en œuvre des actions de prévention, à dialoguer sur la situation. Et je trouve que ça, c'est un vrai changement de paradigme qui est d'autoriser la prise de parole visage découvert sur les vécus du travail, les accidents, etc. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que hier, vous avez déjà cette pratique dans d'autres activités du travail de type, ben voilà, je faisais mon travail et puis il s'est passé ça, il y a eu des risques et voilà comment je suis sorti de cette situation problématique et je partage mes bonnes pratiques pour que les autres évitent d'avoir cette mauvaise pratique ou en tout cas de vivre la même chose que moi qui était désagréable. Et ça se fait de plus en plus et ce que disait Philippa, moi je le vois aussi et je trouve que c'est génial parce qu'on est en train de désacraliser cette santé mentale qu'on ne comprend pas très très bien et d'en faire un sujet de tous les jours. On a tous une santé mentale au même titre qu'on a une santé. Universelle, et on voit la puissance derrière, c'est aussi laisser de la puissance à de la pair aidance formelle ou informelle qui est si importante sur le sujet. Il y a toutes les ressources par des professionnels et puis il y a toutes les ressources du soutien dans la quotidienneté qu'on peut trouver aussi auprès de pairs. Il y avait une question pour Laurent, alors qui était assez précise sur, sur quelle base seront choisis les référents bien-être et santé au sein des organisations.
Eh bien, ils seront d'abord choisis sur base du volontariat, parce qu'on ne va pas forcer les gens à être référents s'ils ne le souhaitent pas. Donc, ce sera d'abord, enfin, il y aura un appel, je dirais, il y aura un appel à communication, appel à candidature, et ça sera sur base du volontariat. Ensuite, il y aura des entretiens. Mais des entretiens qui se veulent bienveillants avec des représentants également des partenaires sociaux et de la direction. Et après, une fois que les personnes seront identifiées, et alors, je ne pense pas que nous aurons tout de suite des référents dans tous les services, mais l'idée est de créer déjà un petit groupe, de le former, de l'accompagner pendant une année, voir comment ça se passe. Mais il y aura tout un plan de formation. Il faut leur apprendre ce qu'est la santé mentale, ce qu'est le bien-être, tous les facteurs et tout ce qu'on a discuté en fait. Et ce sera sur base de volontariat. Et peut-être de clarifier aussi leur rôle, parce que c'est vrai que tous ces référents, je crois qu'il y a un vrai enjeu de prendre la mesure qu'ils ne remplacent pas. Ils ne remplacent pas un manager, ils ne remplacent pas un RH, voilà. Voilà, exactement, mais qui peuvent orienter et être un premier niveau d'écoute de proximité. Voilà, on veut dire, on pourrait les appeler des ambassadeurs ou des aidants, mais voilà, mais ils ne sont surtout pas responsables du sujet dans leur service, parce que voilà, il ne faut pas après encore générer un flou autour de cette prise en charge. Ouais. Ok, il y avait une question aussi dans le chat sur finalement comment motiver la démarche en santé mentale en tant que représentant du CSE. Je pense qu'il y a un premier élément de réponse qui a été évoqué, et notamment dans cette étude de Deloitte qui, à mon avis, est intéressante, c'est comment on fait finalement pour sensibiliser les directions, les comités de direction, quel est le plaidoyer, comment on argumente, comment finalement on leur fait prendre conscience du sujet. Mais il y a certainement d'autres actions à mener. Est-ce que éventuellement, Camille, par ton expérience et peut-être Laurent, dans la manière dont ça s'est passé chez vous, vous auriez des clés à apporter? Il y a la manière douce et il y a la manière forte. La manière douce, c'est de proposer d'en parler. La manière forte, c'est d'imposer d'en parler. Non, je trouve que la démarche la plus favorable, mais on ne choisit pas ses interlocuteurs, mais la démarche la plus favorable, c'est d'essayer d'amener l'autre à regarder un sujet qui nous concerne. On parlait tout à l'heure des rôles, des référents bien-être, des référents harcèlement, etc. Il y a des formations qui expliquent quel est le rôle et ce qui n'est pas le rôle. Et ça, c'est très utile. Mais quand on doit parler de santé mentale à sa direction, pour moi, la première des étapes, la meilleure des étapes, c'est de valider qu'il y ait une sensibilisation pendant un CSE de 30 minutes, 1 heure, pour mettre le sujet sur la table et juste désacraliser, je dirais, les définitions. Parce qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, dans les CSE où les directions refusent de parler du sujet, c'est qu'en fait, ils ne parlent pas de la même chose. Et donc, quand vous avez 2 personnes qui parlent d'un sujet différent, ils n'arrivent pas à se comprendre, c'est tout à fait normal. Et de faire une intervention commune et de discuter sur une intervention, ça permet de mettre tout le monde sur le même diapason. Et un ordre du jour de CSE, c'est quelque chose qui se négocie assez facilement. Merci beaucoup, Camille. Laurent? Je pourrais ajouter qu'est-ce qui va faire qu'une organisation, un employeur, une direction va prendre le sujet de façon très sérieuse et va le mettre dans un règlement général? C'est tout simplement les faits. Il faut des faits, il faut des chiffres. Le sujet, je vous l'ai dit, on le traite depuis 2005, mais il s'accélère là depuis 2-3 ans. Pourquoi? Parce que nous avons des chiffres, des indicateurs sociaux. Camille parlait tout à l'heure d'indicateurs d'impact. On peut clairement définir, on peut constater un nombre d'incidents au sein des services, un absentéisme qui grandit, donc automatiquement un impact sur la charge de travail, des recrutements qu'il faut relancer pour remplacer. Donc ça, ce sont des faits clairement identifiés et qui impactent l'organisation et le coût de l'organisation. Donc même si après une direction est convaincue que le sujet, il faut le prendre en charge, c'est son impact direct sur son coût qui fait que elle va le prendre encore plus sérieusement en main. Oui, moi je me dis, en fait, la question n'est pas tellement de savoir si on a le choix ou pas
de s'atteler à ce sujet-là. C'est un sujet qui fait partie de la vie des organisations, mais effectivement, comme dit Camille, on peut le désacraliser, trouver, avoir des réponses. Et... Oui, Camille? La réponse de Laurent m'a fait penser à un point. Mes équipes commerciales offrent comment ils appellent ça, un calcul des coûts de la santé mentale dégradée dans les organisations. C'est un exercice qui ne prend pas très longtemps, mais en fait, il y a 30 minutes de questions-réponses et on vous remet un document avec le niveau de maturité de l'organisation, les indicateurs clés et le coût que représente la santé mentale dégradée dans l'organisation. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant aussi pour aller mettre le sujet sur la table et dire, voilà, chez nous, au vu de notre absentéisme et tout, ça coûte ça. Et souvent, les chiffres sont assez élevés. Quelquefois, ça fait pencher la balance. En tout cas, de se dire, moi, depuis le temps que je travaille sur le sujet, c'est à quel point ce sujet, il est invisible notamment quand il va mieux, et qu'effectivement, quand on arrive à objectiver, à apporter des éléments tangibles, ça aide à en parler et à partager le sujet en commun. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Camille, si tu as besoin de te déconnecter, n'hésite pas. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir partagé toutes vos connaissances, toutes vos expériences et votre analyse du sujet. Notre prochain webinaire aura lieu en 2026, le 3 février, si je ne me trompe pas, oui, à 16 h, et on parlera de la prévention du suicide et comment aborder ce sujet, pour le coup, difficile à dire et à explorer et à travailler dans les organisations, et notamment avec une expérience canadienne, mais pas québécoise, en Ontario, particulièrement intéressante et dont on a mesuré l'impact. Donc, je vous invite à nous retrouver le 3 février prochain. Merci à vous tous de votre participation en nombre. Merci infiniment, Philippa, Laurent, Camille. C'était passionnant. Tous nos webinaires sont visibles en replay sur le site de la communauté de pratique et le site de Santé Mentale France. On a déjà abordé plein de thématiques, justement la pérédance, le rétablissement, les managers, le rôle des médecins du travail, les enjeux de formation, les enjeux d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir les différents replays. Et on vous souhaite une bonne fin d'année et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le 15e webinaire de la communauté de pratique. Et en attendant, n'hésitez pas à venir le 20 novembre à l'événement Cap Santé Mentale qui aura lieu sur le parvis de la gare Montparnasse, et où il y aura plein de tables rondes, plein de stands et la signature officielle de la charte d'engagement pour la santé mentale au travail. Merci à vous tous et à bientôt. Merci. Au revoir.